Vous voyez au fur et à mesure, tous les éléments commencent à s'assembler. Alors comment il crée du coup la fameuse valeur du Bitcoin? Vous vous souvenez, on avait vu cette slide où je vous parlais justement de l'or. Bien l'or, on sait qu'il y a une certaine quantité, à part quelques-unes qu'on ignore, on sait que ça va se raréfier, qu'on en a besoin, et ainsi de suite. Donc forcément, plus c'est rare, plus ça va devenir aussi cher, mais aussi parce que ça a une utilité. Si c'est rare et inutile, ça n'a pas forcément d'utilité. Donc, qu'est-ce qui empêche en fait de créer par exemple 10 000 bitcoins? Eh bien là, on va comprendre la notion de jeton, de coin, de crypto ou de token. On va voir que c'est très similaire. Il y en a certaines qu'on va fusionner. Donc, le jeton, imaginez les jetons de poker. Pensez au poker, le jeton, c'est pas précieux, ça n'a pas une valeur, il n'est pas en or, il est en céramique, des fois même en plastique, mais il va représenter une valeur, comme vos billets de Monopoly et ainsi de suite. Le jeton, c'est en anglais le token, ok? Donc, si vous le donnez en échange à quelqu'un, il va se dire, en échangeant justement quelques pièces en plastique, donc quelques jetons en réalité de poker à quelqu'un contre c'est pas à manger, vous essayez de payer comme ça au restaurant, on va pas trop aimer ça va pas très bien se passer. Parce que la valeur perçue de cet élément-là ou la valeur en matière, en réalité, il y a rien, ça vaut rien. Mais par contre, ça peut valoir quelque chose dans un référentiel. Dans le poker, si vous êtes dans la table de poker, eh bien si vous sortez quelques jetons à noir et cetera et que vous les mettez sur la table, les gens vont faire: tu vas miser ça, toi et tout? Attention, ça fait quand même beaucoup d'argent. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose, un véhicule, un objet, une chose qui n'a pas de valeur en elle-même, mais dans un contexte particulier, elle a une certaine valeur. Elle vaut quelque chose. On appelle ça du coup le token ou le jeton. Vous allez jouer, par exemple, au casino. Vous allez donc échanger votre argent au casino contre des jetons. Bonjour, pour 500 euros, combien de jetons est-ce que j'ai le droit? Vous pouvez m'échanger ça? Bim, voilà. Donc, en échangeant ce jeton, le jeton prend de la valeur. Alors qu'il valait rien, bam, le casino, il vous donne des jetons et vous donnez de l'argent au casino. Donc, ce jeton-là qui ne valait rien, ce bout de plastique a pris de la valeur. Si vous avez gagné de l'argent à la fin, vous allez du coup vendre votre jeton et du coup, vous allez l'échanger de nouveau contre une devise, des euros et des dollars. Et vous allez du coup recevoir de l'argent. Ce qui est important de vous dire, c'est que vous êtes entré dans ce casino. Il y a des jetons, ils valent strictement rien. Et vous, vous débarquez avec 500 euros et vous donnez 500 euros au casino. En attendant, eh bien, ce casino, il a 500 euros, il a de l'argent contre du plastique, contre quelque chose qui a juste une valeur à cet endroit. Mais si vous repartez avec les jetons et que vous les avez oubliés dans votre poche, par exemple, vous n'allez pas pouvoir en faire autre chose, vous n'allez pas pouvoir payer un restaurant avec. Ça, clairement, il faudra aller de nouveau dans ce casino-là pour l'échanger et obtenir votre argent. Et pendant ce temps-là, le casino, lui, il a cet argent. Donc, on peut utiliser les jetons pour les échanger ensuite contre des devises. Quand une société va créer une crypto-monnaie, par exemple, elle va faire ce qu'on appelle une ICO, une sorte de levée de fonds, si on veut. Ça s'appelle une Initial Coin Offering. Donc, une offre de base par rapport à son jeton. Elle va dire, je sors cette crypto-monnaie, le jeton, donc je vais émettre des jetons. Par exemple, 100 000 jetons, 100 000 unités, ok, et l'unité est à 1 euro. Échangez-moi de l'argent, échangez-moi 1 euro et je vous donne un jeton. Et peut-être que ce jeton, par la suite, vaudra de la valeur. Vous voyez le truc, c'est ça qui est important dans l'analogie du poker. La société, du coup, quand elle fait une ICO, elle se lance, bah, elle va devoir créer une certaine quantité justement de monnaie. Et pas dire, il y en a 1 milliard. S'il y en avait 1 milliard, 10 milliards, etc., sa monnaie, elle ne vaudrait pas grand-chose. Mais si, par exemple, il y en a 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions, il y a peut-être moyen de pouvoir échanger et gagner plus d'euros en les échangeant. Donc la société, elle va émettre des tokens ou des jetons et elle obtient de l'argent en échange. Elle reçoit des liquidités. Le jeton se dépense du coup en circuit fermé que dans les sociétés qui acceptent ces jetons. Comme je l'ai dit, vous allez à la boulangerie avec vos jetons de poker, personne ne l'achètera. Dans le cas d'une ICO, eh bien cette société qui a créé une crypto-monnaie, elle est intéressée pour vendre ses jetons, mais aussi par la suite peut-être pour les acheter. Et après, d'autres sociétés qui vont trouver le projet intéressant, des plateformes de trading et ainsi de suite, vont aussi les accepter. C'est pour ça que ça se fait en circuit fermé. Et vous allez pouvoir du coup échanger ces jetons, ces tokens, dans uniquement des plateformes qui sont intéressées. Ensuite, on a le coin ou la pièce. Et là, vous devez penser un peu aux devises classiques.
l'euro, le dollar, le yen et ainsi de suite. Un coin fait référence à une crypto-monnaie servant d'unité de compte. Quand on dit j'ai X euros, j'ai 1 euro, j'ai 2 euros, on dit aussi j'ai des bitcoins. On sait que un bitcoin vaut quelque chose, ok? C'est c'est l'unité de compte. Vous avez un compte bancaire avec des euros, vous avez un compte de crypto-monnaie avec des bitcoins. C'est une réserve de valeur et intermédiaire d'échange. On dit du coup qu'on a un bitcoin, deux bitcoins, j'ai des bitcoins. Comme on dit aussi, j'ai 1 euro, j'ai des euros, j'ai 10 dollars. Voilà, tout simplement. Donc, c'est le mot, c'est la crypto-monnaie, c'est la pièce. Voilà. Un coin, ça va utiliser du coup sa propre blockchain et il est minable. Et un token, lui, utilise la blockchain d'un coin, donc va utiliser en gros par exemple le Bitcoin ou peu importe, et n'est pas minable. Ça, c'est important. Et là, vous allez me dire, waouh, qu'est-ce que c'est cette histoire de blockchain? Comment tu arrives comme ça sur le tas avec cette histoire? Alors, voici une illustration super simple. Et vous vous souvenez des bases de données où on les écrit, où on écrit en fait les transactions? Eh bien, la blockchain, c'est une technologie de stockage, donc une base de données, et de transmission d'informations transparente et sécurisée. Comme je vous l'ai dit, elle est sécurisée parce que personne ne peut effacer les données qu'il y a dessus, mais elle est transparente parce que tout le monde peut savoir qu'est-ce qui s'est passé, ok, quels ont été les échanges. Et fonctionnant sans organe central de contrôle. Donc, il n'y a pas de banque en plein milieu. Ça, c'est la définition qui est donnée sur le site Blockchain France que je vous recommande d'ailleurs. Donc, on reprend, c'est une base de données, ok, simplement, qui va transmettre des informations de manière claire et sécurisée et qui n'est pas contrôlée par une banque. Point barre, c'est tout. Et Jean-Paul Delahaye, qui est mathématicien, il dit c'est un très grand cahier que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et indestructible. Et en fait, au bout d'un certain moment, quand il y a X nombre de transactions qui sont effectuées, le bloc va être résolu, validé et il va être verrouillé, sécurisé. On va dire stop, on le valide et on l'archive. Et on crée un nouveau bloc. OK. Et on crée un nouveau bloc. OK. Et ainsi de suite. Sauf qu'à chaque fois, eh bien, il y a les mineurs qui vont intervenir justement à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ces mineurs, ces personnes qui ont des ordinateurs qui vont faire tourner? Ils font donc tourner leur machine pour valider chacune des transactions. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les transactions qui sont effectuées, dans notre exemple précédent d'Europe vers l'Aura, elles sont regroupées par blocs, donc dans cette fameuse base de données. Ils sont regroupés, ils sont là, ils sont présents, ils sont dans des blocs. Chaque bloc est validé par les nœuds du réseau, donc par les mineurs, grâce au calcul. Donc, il y a des blocs, dedans on écrit les transactions et les mineurs, ils résolvent des équations mathématiques pour tout simplement me dire ok, c'est validé, cette transaction est bonne. Dans la blockchain du Bitcoin, cette technologie est appelée le proof of work. Donc quand quelqu'un a réussi, il dit j'ai la preuve que j'ai réussi à résoudre ce problème algorithmique et à valider cette transaction. Tout le monde arrête, on passe à autre chose. Ok? Une fois le bloc validé, il est horodaté et ajouté à la chaîne des blocs. D'où le fait pourquoi on dit blockchain. La personne a dit j'ai la preuve, regardez, c'est validé, c'est ajouté dans le bloc. Si le bloc est validé et tout le monde a bien validé toutes les données dedans, on le signe, on dit le 15 juin 2059, etc. Ce bloc-là a été validé, point. Plus personne ne pourra jamais le modifier. Et à côté de ça, on va créer un autre bloc pour continuer à inscrire les autres transactions. Et on y va. Et on le colle à l'autre, voilà. Et du coup, la transaction est alors visible pour le récepteur ainsi que l'ensemble du réseau. Donc, le minage, il va sécuriser les transactions. Ils vont résoudre en fait ces blocs, les valider, les horodater, et on en crée un autre. Et ce bloc-là est lié à celui-là, et celui-là est lié à celui-là, et ainsi de suite. C'est un réseau du coup de, si vous voulez, de tableaux de bases de données qui sont liés et qui sont validés dans le marbre. Sauf que, bien entendu, dans le Bitcoin, il a fallu faire en sorte que ce soit pas aussi facile de valider à chaque fois tous ces différents blocs. Vous voyez? Si ce bloc-là était aussi facile à résoudre et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, au fil des années, vu qu'on a un matériel de plus en plus performant, on aurait miné encore plus vite. Donc, la valeur, d'une certaine manière, la quantité de Bitcoin disponible, elle aurait été trop rapidement livrée au monde, si vous voulez. Il y aurait eu des problèmes pour justement en donner et en définir de la valeur. Donc, on a dû mettre quelque chose en place qui fait que c'est de plus en plus difficile d'obtenir du Bitcoin. Tous les 2016 blocs
qui sont résolus, la difficulté de minage des prochains blocs est augmentée. Par exemple, x2. Donc il faut une puissance de calcul plus élevée. L'effort de travail pour trouver ces résolutions de calcul est plus intense et la récompense se fait du coup plus rare. Donc dans le monde, en réalité, le Bitcoin a émis un certain nombre de tokens. Il y a donc un nombre limité de Bitcoins qui ont été émis et la difficulté du minage est de plus en plus croissante. Il y a un nombre qui est émis, on dit il y a X millions de Bitcoins qui sont disponibles, super. Sauf que au début, vous allez en trouver plein, vous allez pouvoir les résoudre facilement avec vos machines. Et au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus dur. Et il y aura un marché qui va acheter justement ces bitcoins au fur et à mesure. Super, ils les achètent, mais au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus rare. Mais il y a un marché qui est demandeur. Donc la valeur, elle augmente. Si on avait fait un système où la difficulté n'était pas croissante et par la même occasion, il n'y avait pas un nombre défini, ça n'aurait jamais eu de valeur, ça n'aurait jamais eu d'intérêt en réalité. Donc là, on a quelque chose qui est limité, défini. À un moment, on aura terminé de miner le Bitcoin, il n'y en aura plus du tout. Et aussi, c'est de plus en plus dur à en trouver. Ça permet de créer une valeur limitée, du coup, comme l'or, le pétrole. Il y a une quantité de pétrole sur Terre et il est de plus en plus rare, donc le prix augmente. Le Bitcoin, il y a une quantité de Bitcoin sur Terre, il est de plus en plus rare à trouver, les nouveaux, donc là aussi, le prix augmente. C'est simplifié, bien entendu, ce que je vous dis là, parce que ça va varier du marché aux demandes, aux fluctuations, peu importe. Aux arrivées des nouveaux concurrents aussi, bien entendu, mais basiquement, c'est ça. Et c'est ça où ça vous permet de vous dire, OK, il n'y a pas n'importe qui peut sortir du Bitcoin du jour au lendemain et changer sa valeur. Là, historiquement, sur le journal du net, j'ai récupéré ça. L'émission de Bitcoin est limitée à 21 millions d'unités, comme il a été prévu dans le code initial. Il n'y en aura donc pas plus. Ce montant devra être atteint en 2140. Donc on aura miné tous les Bitcoins en 2140. Début 2018, le nombre de bitcoins émis a passé la barre des 17 millions, soit 80% du total des bitcoins. En raison de la difficulté croissante des calculs, le bitcoin se crée à un rythme décroissant. 12,5 bitcoins toutes les 10 minutes. Aujourd'hui, compte 50 bitcoins en 2009. À noter que la plus petite division du bitcoin est le satoshi à cause du nom de son fondateur. Un satoshi est égal ça en termes de bitcoin. Donc comme vous voyez, en 2140, il n'y aura plus rien à miner. Il n'y aura plus de Bitcoin, mais il y aura d'autres choses. Du coup, sa valeur sera définie, fixe, terminée. Bam, il n'y aura plus de mineurs, il n'y aura plus de minage, dans le cas là pour chercher ce type de Bitcoin. On pourra continuer à valider, bien entendu, les transactions. Du coup, ça crée une valeur. Et c'est ça qui est important parce que bien souvent, on se dit n'importe qui pourrait créer des nouveaux Bitcoins, ainsi de suite, et ça viendrait perturber le marché. Non, c'est sécurisé et ça a été hyper bien pensé. Et c'est ça qui est assez dingue.